lecteur a livré son récit. Puis je le vis. À la rage. Maintenant. Frankenstein, 2025, analyse et explication complète. Ces analyses et explications détaillées explorent l'adaptation de Guillermo del Toro, une œuvre profondément personnelle et fidèle à l'esprit du roman originel de Mary Shelley. Le film se structure autour d'un récit cadre dans l'Arctique, où Victor Frankenstein, blessé, raconte son histoire au capitaine Anderson, avant de laisser place au point de vue de la créature. Del Toro inscrit d'emblée son film dans une tradition gothique romantique, tout en y injectant ses obsessions cinématographiques récurrentes. L'utilisation du récit enchâssé n'est pas qu'un simple artifice, elle crée une distance tragique et souligne le caractère inéluctable du destin des personnages. Le capitaine Anderson devient le témoin et le juge de cette confession, incarnant la possibilité d'une écoute et d'une compassion que Victor lui-même n'a jamais su offrir. La première grande thématique, et la colonne vertébrale du film, est celle de la paternité et du cycle de l'abus. Del Toro construit un parallèle minutieux entre l'éducation sévère et froide imposée à Victor par son père, magnifiquement interprétée avec une rigidité écrasante par Charles Dance, et la relation que Victor entretient avec sa création. Victor reproduit le schéma de rejet et de violence qu'il a subi, devenant un père monstrueux pour un fils qu'il considère comme un échec. Cette dynamique est le moteur de la tragédie. La véritable monstruosité ne réside donc pas dans l'apparence de la créature, mais dans le cœur des hommes. C'est le thème de la monstruosité inversée, cher à Del Toro. Oscar Isaac incarne un Victor Frankenstein orgueilleux, lâche et profondément égoïste, dont la quête de gloire scientifique le corrompt entièrement. Sa déshumanisation est progressive et visuelle, marquée par des décors de laboratoire glaçants et une palette de couleurs qui se refroidit à mesure qu'il s'éloigne de toute humanité. À l'opposé,
La créature de Jacob Elordi est une pure merveille de sensibilité. Sa performance est bouleversante. Elle réussit à traduire par le physique et le regard une innocence première, une soif d'apprendre et un besoin viscéral d'amour. Sa monstruosité est une construction sociale, une réponse à la cruauté du monde. Elordi donne à ce personnage une dignité et une grâce tragique qui en font l'âme véritable du film. Cette interprétation ouvre naturellement sur une lecture queer et universaliste de Elle, autre. Le parcours de la créature, rejetée par son créateur-père, cherchant désespérément sa place dans un monde qui la repousse, fait écho aux expériences de marginalisation et de quête d'identité. Son corps assemblé, différent, devient une métaphore puissante de toute altérité stigmatisée. Les séquences où la créature trouve refuge auprès du vieil homme aveugle, jouées avec une bonté poignante par David Bradley, sont parmi les plus belles du film. Elles démontrent que c'est seulement dans l'absence de jugement, dans la communication par les sentiments et les idées pures, que la connexion peut s'établir. Cette parenthèse idyllique, directement inspirée du roman, est un havre de paix poignant avant la rechute dans la violence. Le personnage d'Elizabeth, interprété par Mia Goth, gagne également en complexité. Elle n'est pas seulement la promise souffrante. Del Toro explore sa propre relation à la créature, tissant un lien de compassion et de reconnaissance mutuelle face à la tyrannie de Victor. Elle devient un pont entre les deux figures masculines, et sa propre tragédie enrichit la réflexion sur la condition féminine et l'assignation à un rôle. La relation entre Victor et la créature est présentée comme un mariage toxique, une danse macabre de dépendance et de haine. Chacun est le miroir déformant de l'autre, incapable de se libérer de ce lien filial maudit. Le film suggère que Victor est autant la créature parce qu'elle est le reflet tangible de son échec moral et de son âme déformée, bien plus que de son échec scientifique. Sur le plan visuel, le film est un opéra gothique somptueux. La photographie de Dan Lustsen, fidèle collaborateur de Del Toro, joue avec les clairs-obscurs, les lumières de bougies et les profondeurs d'ombre pour créer une atmosphère à la fois onirique et cauchemardesque. Les décors, des manoirs décrépits au laboratoire glacial, sont des personnages à part entière, peuplés d'objets et de curiosités qui racontent une histoire. La conception de la créature, s'inspirant des illustrations de Bernie Wrightson, est une réussite. Elle évite le grotesque pour viser une forme de beauté pathétique et étrange. Les sutures, les différences de pigmentation de la peau, tout concourt à montrer un assemblage, une créature d'éléments disparates qui cherche son unité, à l'image de sa quête identitaire. La musique d'Alexandre Desplat accompagne cette tragédie avec une partition qui mêle mélodie romantique et accents plus sombres et dissonants pour les moments de découverte scientifique, soulignant le conflit entre l'émotion et la raison dévoyée. La structure narrative en deux parties distinctes, le point de vue de Victor, puis celui de la créature, est un choix audacieux. Elle permet une profonde immersion dans la psychologie de chacun, mais explique aussi les critiques concernant le rythme. Certains spectateurs peuvent trouver la transition abrupte ou ressentir une certaine lenteur dans le développement méticuleux des motivations. Cependant, cette approche est essentielle pour comprendre la thèse du film. Il n'y a pas une seule vérité, mais deux expériences subjectives de la même tragédie. Le récit de Victor est empli de justification et d'auto-apitoiement. Celui de la créature est empreint de douleur et d'une quête de sens. La juxtaposition des deux crée une richesse dramatique et morale. Et la scène de la création est traitée avec une puissance rare. Loin du cliché des éclairs et des machines grinçantes, Del Toro opte pour une séquence presque chorégraphique, viscérale et organique, mettant l'accent sur le corps et la vie qui l'envahit. C'est un acte d'accouchement autant que de violation, posant immédiatement la question de la responsabilité du créateur. Le film explore aussi le thème de la connaissance interdite. La science de Victor n'est pas neutre, elle est entachée par son arrogance et son désir de transcendance. Le laboratoire devient l'antithèse du foyer, un espace stérile et mortifère où la vie est fabriquée mais niée dans son essence relationnelle. Del Toro établit un contraste constant entre le chaud, la famille, le cottage du vieil aveugle, et le froid, la tour d'ivoire scientifique, l'Arctique. Les performances sont toutes remarquables. Outre Elordi, Oscar Isaac livre un Victor complexe et détestable, mais jamais caricatural. On perçoit la faille, la peur et l'enfant blessé en lui, ce qui rend son parcours d'autant plus tragique. Christoph Waltz, en Henry Charlandais, apporte une nuance intéressante en incarnant une figure d'autorité et de tentation extérieure qui encourage les penchants narcissiques de Victor. Le film s'attarde longuement sur l'éducation de la créature. Son apprentissage du langage, de la musique, de la philosophie et de la littérature est montré comme une renaissance bien plus authentique que sa création physique. C'est par la culture et l'empathie qu'elle accède à son humanité, un humanisme que son créateur a perdu. La scène où elle découvre Paradise Lost est particulièrement significative, ancrant son identité dans celle du Satan romantique,
ange déchu par son propre père. La violence qui s'ensuit est toujours présentée comme une conséquence. Les actions de la créature sont des actes de désespoir, de vengeance, mais aussi de revendication d'existence. Del Toro ne les excuse pas, mais il en donne les clés avec une telle clarté qu'elles deviennent compréhensibles, brouillant les frontières morales habituelles. La conclusion du film, qui rejoint le récit cadre arctique, est d'une grande mélancolie. Elle reprend l'idée de la poursuite infinie, mais en y ajoutant une dimension de rédemption possible par le sacrifice et la prise de conscience. La fin est ouverte, suggérant que le cycle de la violence peut peut-être se briser par l'acceptation de la responsabilité et du lien, même dans la mort. L'accueil critique et public a salué cette ambition. Le score public exceptionnel sur Rotten Tomatoes indique que la vision humaniste de Del Toro a profondément résonné. Les spectateurs ont été sensibles à la beauté plastique, à la fidélité au thème du roman et à la performance d'Elordi. La presse française a vu dans ce film une « adaptation magistrale », reconnaissant la maturité et la cohérence de l'univers del Torien appliqué à ce mythe fondateur. En définitive, Frankenstein, 2025, est bien plus qu'une adaptation. C'est l'aboutissement d'une réflexion artistique et philosophique de plusieurs décennies pour Guillermo del Toro. En déplaçant le centre de gravité de l'histoire vers la créature et en faisant de la relation père-fils le nœud tragique, il offre une lecture à la fois intime et universelle. Le film interroge notre capacité à assumer nos créations, à accepter l'altérité et à briser les chaînes de la maltraitance transmise. Malgré des choix de rythme qui peuvent diviser, il s'impose comme une œuvre majeure, sombre et compassionnelle, une tragédie gothique pour notre époque, et sans doute le projet le plus personnel et abouti du cinéaste. L'approche de Guillermo del Toro pour représenter la création elle-même est un rejet des orages électriques clichés. Il la dépeint plutôt comme un processus organique, presque obstétrique, viscéral et silencieux, où la vie surgit dans un halo de lueur morbide. Cette scène fondamentale évacue tout sentiment de triomphe scientifique pour lui préférer une atmosphère de violation profonde et de terreur sacrée. Victor, loin du savant exalté, apparaît immédiatement horrifié par la réalité tangible de son acte, révélant son infantilisme et son incapacité à assumer les conséquences de son désir. La créature émerge dans une fluidité primitive, son corps nu et disproportionné tâtonnant dans la pénombre du laboratoire comme un nouveau-né colossal. Cette naissance sans amour ni chaleur maternelle établit d'emblée la nature tragique de son existence. Le premier regard échangé n'est pas un moment de reconnaissance, mais un choc de rejet, scellant le destin des deux personnages. Le décor du laboratoire, un amalgame froid d'instruments chirurgicaux et de bocaux de conserve, souligne le caractère artificiel et déshumanisé de cette genèse. Del Toro filme cette séquence avec une caméra à hauteur d'homme, refusant tout angle héroïque et nous plaçant dans la position de témoins incrédules. La bande-son, minimaliste, se concentre sur les bruits de corps, les gémissements de la créature et le souffle paniqué de Victor, amplifiant l'intimité cauchemardesque de l'événement. Ce choix de mise en scène ancre le film dans un réalisme macabre qui rend la transgression de Victor d'autant plus palpable et répugnante. Et la relation entre Victor et son père, Alphonse Frankenstein, est bien plus qu'un simple contexte familial. C'est le terreau psychologique dans lequel germe toute la tragédie. Charles incarne cette figure paternelle avec une autorité glaciale, un sens du devoir qui étouffe toute affection. Son amour pour Victor est exprimé non par la tendresse, mais par des attentes écrasantes et une discipline de fer, créant chez le fils un désir maladif de prouver sa valeur. Les scènes de leur manoir familial sont filmées dans des tons froids, avec de grands espaces vides qui accentuent la distance émotionnelle entre les personnages. Victor grandit dans un environnement où l'émotion est considérée comme une faiblesse, une faille dans l'armure de la raison et du statut social. Cette carence affective fondamentale est la clé de voûte de sa psyché. Il ne sait pas aimer, car il n'a jamais été aimé de manière inconditionnelle. Sa quête pour créer la vie devient alors une tentative dévoyée de se positionner lui-même comme un père, mais un père tout-puissant et contrôlant, l'exact opposé du sien. Pourtant, il ne fait que reproduire le schéma abusif, substituant l'indifférence et la cruauté à la rigueur distante d'Alphonse. Le film suggère ainsi que le monstre n'est pas né dans le laboratoire, mais dans les salons austères de l'enfance de Victor. La performance de danse est cruciale. En quelques regards et répliques cinglantes, il dessine les contours d'une autorité qui brise plus qu'elle n'élève. Cette dynamique établit le thème central de l'échec de la paternité, qui se transmettra en héritage empoisonné à la génération suivante. Et la conception visuelle de la créature, inspirée par Bernie Wrightson, est une prouesse qui évite l'horreur pure pour viser la pathétique étrangeté. Chaque suture, chaque différence de texture de peau raconte l'histoire de son assemblage, faisant de son corps une carte de souffrance potentielle. Jacob Elordi, sous des heures de maquillage, utilise son physique imposant non pour inspirer la peur, mais pour traduire une vulnérabilité gigantesque. Sa posture est souvent voûtée,
comme s'il cherchait à se faire plus petit, à disparaître du regard accusateur du monde. Les yeux, d'une pâleur troublante, sont le véhicule d'une émotion brute et constamment changeante, curiosité, émerveillement, douleur, colère. Del Toro et son équipe d'effets spéciaux ont choisi de ne pas masquer la nature composite de l'être, mais d'en faire son essence, soulignant qu'il est littéralement fait des morceaux rejetés de l'humanité. Ses mouvements, d'abord maladroits et hésitants, gagnent en grâce à mesure qu'il s'éduque, comme si l'esprit domestiquait peu à peu la matière brute. La créature n'est jamais un objet de dégoût gratuit. Sa laideur même appelle la compassion, car elle est le reflet d'une naissance violente et non consentie. Lorsqu'il apprend à parler, sa voix, rauque et basse, semble émerger avec difficulté, comme si les mots devaient se frayer un chemin à travers une chair récalcitrante. Cette incarnation physique est la matérialisation parfaite du thème de l'altérité. Il est l'étranger absolu, celui dont le corps même crie sa différence et son origine impure. Sa beauté réside précisément dans cette imperfection assumée, qui contraste avec la perfection morale hypocrite des humains qui l'entourent. La séquence avec le vieil homme aveugle, interprété par David Bradley, constitue le cœur émotionnel et philosophique du film. Isolé dans une chaumière en forêt, ce personnage représente l'humanité dépouillée de ses préjugés les plus immédiats, le regard. Sa cécité lui permet de percevoir l'essence de la créature, sa soif de connaissance et sa bonté intrinsèque, sans le filtre déformant de l'apparence. Leur relation se construit sur des bases pures, le partage du langage, de la musique, de la littérature et de la compagnie. Del Toro filme ces moments dans une lumière chaude, aux tons dorés et aux ombres douces, créant un cocon protecteur à l'écart du monde cruel. C'est dans ce havre que la créature accède à sa pleine humanité, à travers la découverte de Paradise Lost de Milton, qui lui fournit un cadre mythologique pour comprendre sa propre condition d'être déchu par son créateur. Ces scènes sont délibérément ralenties, laissant le temps au silence et aux échanges de regards, ou plutôt, au regard de la créature sur son bienfaiteur, établissant un rythme contemplatif. Cette parenthèse idyllique prouve que le monstre n'est pas une entité mauvaise par nature, mais qu'il est malléable, capable d'amour et de gratitude. La destruction de ce bonheur, par l'intrusion violente d'humains voyants et intolérants, est l'une des scènes les plus déchirantes du film. Elle symbolise l'impossibilité pour l'altérité de trouver une place permanente dans un monde régi par la peur et l'apparence. L'aveugle paie de sa vie son acte de compassion, devenant un martyr de la véritable humanité. Elizabeth, incarnée par Mia Goth, est bien loin du simple archétype de la fiancée en détresse. Del Toro et Goth en font un personnage complexe, à la fois victime du système patriarcal et allié objectif de la créature. Elle est prise en étau entre son devoir envers Victor et une perception intuitive de la tragédie qui se joue. Son lien avec la créature est subtil et tissé de regards entendus et de silences complices. Elles reconnaissent toutes deux être des possessions de Victor, l'une par le mariage, l'autre par la création. Elizabeth possède une forme d'empathie que Victor a perdue, lui permettant de voir au-delà de l'apparence monstrueuse. Dans certaines scènes clés, elle devient la médiatrice, tentant de ramener Victor à la raison et de lui faire entendre les conséquences de ses actes. Sa propre tragédie personnelle est explorée, notamment sa relation au corps et à la procréation, en miroir inversé de l'acte créateur de Victor. Elle représente la part de chaleur et d'émotion que la philosophie glaciale de Victor tente d'éradiquer. Sa performance apporte une vulnérabilité féroce, montrant une femme qui lutte pour préserver son humanité dans un monde dominé par l'orgueil masculin destructeur. Sa fin, bien que tragique, n'est pas passive. Elle est l'aboutissement d'un choix ou d'une prise de position, renforçant son statut d'actrice à part entière du drame. À travers elle, le film interroge aussi la place de la femme face à une science masculine et démiurgique qui prétend s'approprier le pouvoir de donner la vie, en excluant le féminin. La musique d'Alexandre Desplat tisse la trame émotionnelle du film avec une intelligence remarquable. Pour les séquences de l'enfance de Victor et de la vie de famille, elle utilise des thèmes mélodiques aux cordes nostalgiques, empreints d'une mélancolie qui trahit déjà la faille sous-jacente. Lorsque Victor se plonge dans ses recherches, la partition se fait plus froide, intégrant des percussions métalliques et des harmonies dissonantes qui évoquent la mécanique et l'orgueil déshumanisé. Le leitmotiv associé à la créature est, de manière significative, l'un des plus beaux et des plus tristes du film. Une mélodie au bois et aux cordes qui exprime une quête infinie et une douleur profonde. Cette mélodie évolue, gagnant en complexité et en gravité au fur et à mesure que la créature s'éduque et souffre. Dans la séquence avec l'aveugle, Desplat introduit des pièces au piano plus intimistes, reflétant la chaleur et la connexion authentique. La musique devient ainsi un personnage narratif à part entière, commentant l'action et guidant notre compréhension émotionnelle des personnages. Elle évite soigneusement le poncif horrifique, préférant la puissance de la tragédie classique à l'effet de surprise facile. La partition sublime particulièrement le récit cadre arctique,
où des chœurs éthérés et des sons cristallins évoquent l'isolement absolu et le nettoyage par le vide des paysages glacés. L'absence quasi totale de musique dans certaines scènes de violence accentue leur réalisme brutal et leur impact viscéral. Le personnage de Henry Charlandé, joué par Christoph Waltz, introduit une nuance fascinante dans l'écosystème moral du film. Il n'est pas un antagoniste traditionnel, mais plutôt une figure de tentation, un Méphistophélès mondain qui flatte l'ego de Victor. Harlandé représente la société et ses applaudissements corrompus, prêt à célébrer le génie sans se soucier de l'éthique. Waltz apporte sa touche de charme cynique et d'intelligence perverse, offrant à Victor le miroir de ses propres ambitions les plus vaines. Il est l'incarnation du regard social qui pousse Victor à poursuivre ses travaux, lui offrant la reconnaissance que son père lui a refusée. Sa relation avec Victor est ambiguë, mêlant une forme de paternalisme de substitution à une exploitation évidente. Harlandé symbolise la science au service du pouvoir et de la gloire personnelle, par opposition à une quête de connaissances désintéressée. Sa présence dans le récit permet de contextualiser les actions de Victor non pas comme une folie solitaire, mais comme le produit d'un environnement qui valorise le résultat au détriment des moyens. Il est le complice nécessaire de la tragédie, celui qui fournit les moyens et la justification sociale. Finalement, lorsque les conséquences deviennent trop lourdes, il se retire avec une élégance lâche, démontrant que son intérêt n'était que superficiel. Ce personnage élargit la critique du film au-delà de l'individu pour englober les systèmes sociaux, académiques, qui permettent et encouragent de telles transgressions. La photographie de Dan Lostsen est un élément narratif essentiel, sculptant l'ambiance et renforçant les thèmes par la lumière et la couleur. Le film est divisé en palettes chromatiques distinctes, les bleus et gris glacés de l'Arctique et du laboratoire, les bruns et ocres chaleureux de la chaumière de l'aveugle, les rouges et or sombres des intérieurs bourgeois du manoir Frankenstein. Lostsen utilise abondamment le clair-obscur, notamment dans les scènes de confrontation, où les visages sont à moitié plongés dans l'ombre, symbolisant la dualité morale des personnages. Les sources de lumière sont souvent pratiques et dramatiques, bougies, lanternes, feux de cheminée, qui créent des halos mouvants et des ombres menaçantes. Cette approche renforce l'esthétique gothique et le sentiment d'un monde prémoderne où la science et la superstition se côtoient. Les plans dans le laboratoire sont souvent larges et froids, écrasant les personnages dans un environnement métallique et inhospitalier. À l'inverse, les plans sur la créature dans la nature sont plus amples, utilisant parfois des cadres serrés pour capturer la subtilité de ses expressions. La caméra de Lostsen adopte souvent le point de vue de la créature, nous faisant partager sa perception à la fois émerveillée et effrayée du monde. La séquence de création est filmée avec des objectifs macro et des mouvements de fluide, créant une sensation organique et presque hallucinatoire. Cette maîtrise visuelle totale fait de chaque image une peinture vivante, portant en elle une charge émotionnelle et symbolique considérable. La structure narrative audacieuse, qui sépare clairement le récit de Victor et celui de la créature, est un choix philosophique bien plus que scénaristique. La violence dans le film n'est jamais gratuite ou spectaculaire, elle est toujours présentée comme la conséquence logique et désespérée d'une souffrance accumulée. Les premiers actes violents de la créature sont des réactions de panique face au rejet et à la peur qu'elle inspire. Del Toro filme ces scènes avec un réalisme brut, sans glorification, en montrant la laideur et la futilité de l'acte. La violence de Victor, elle, est plus insidieuse. C'est la violence psychologique du rejet, de l'abandon, du mépris. C'est aussi la violence institutionnelle, lorsqu'il laisse condamner à tort une innocente pour un crime qu'il sait être celui de sa création. Le film établit une distinction morale cruciale entre la violence réactionnelle, née de la douleur, et la violence proactive, née de l'égoïsme et de la lâcheté. La scène de la confrontation finale sur la banquise est moins un duel physique qu'un épuisement mutuel, une dernière tentative pour régler par les mots et les regards une dette impossible. Le sang et les blessures sont montrés sans phare, rappelant la fragilité des corps, qu'ils soient naturels ou assemblés. Cette représentation de la violence renforce l'humanité de la créature. Comme tout être blessé, elle finit par mordre. En la montrant pleurer après un acte violent, le film complexifie encore son personnage, loin de la simplicité du monstre assoiffé de sang. La violence devient ainsi le langage ultime de l'échec de la communication, le symptôme d'une relation qui n'a jamais pu être autre chose que conflictuelle. L'utilisation des éléments naturels comme symbole est récurrente et puissante. L'eau, notamment, est omniprésente, l'eau amniotique de la création, la pluie battante qui accompagne les moments de désespoir, la glace de l'Arctique qui symbolise l'arrêt définitif et la purification. Le feu, lui, est ambivalent. Il réchauffe la chaumière de l'aveugle, mais il est aussi instrument de destruction lorsqu'il ravage le laboratoire ou la maison de Victor. La forêt représente à la fois un refuge pour la créature et un lieu de danger et de chasse. Del Toro filme la nature non comme un décor passif, mais comme une force active,
presque personnifiée, qui réagit aux actions des personnages. La tempête de neige finale est une manifestation de cet environnement devenu hostile, engloutissant les deux adversaires dans un blanc uniformisateur. La glace, en particulier, est l'élément du récit cadre. Elle évoque la préservation, la froideur des sentiments de Victor et l'immobilité de la mort. Ces éléments naturels relient le film à la tradition du roman gothique, où l'environnement reflète les tourments intérieurs des héros. Il crée aussi un contraste constant avec le monde artificiel du laboratoire, suggérant que la transgression de Victor est aussi une offense contre l'ordre naturel. La créature, bien qu'artificielle, semble souvent plus en harmonie avec cette nature sauvage que les humains civilisés, comme si elle en était une partie réintégrée, bien que difforme. Le thème de la connaissance et de l'éducation est central dans le parcours de la créature. Son apprentissage n'est pas une montée linéaire, mais un cheminement semé d'émerveillement et de déception. La découverte du langage est montrée comme une véritable illumination, un outil pour comprendre le monde et exprimer sa souffrance. La lecture de Paradise Lost est un moment charnière, car il trouve dans l'épopée de Milton un mythe fondateur pour sa propre existence. Il s'identifie à la fois à Adam, créature innocente, et à Satan, être rejeté par son créateur. Cet accès à la culture ne l'apaise pas, mais aiguise sa conscience de son isolement et de son injustice. L'éducation qu'il reçoit de l'aveugle est basée sur la transmission orale, la musique et le toucher, des formes de connaissances sensibles et empathiques. En contraste, l'éducation de Victor a été purement rationnelle et livresque, dénuée de sagesse humaine. Le film pose ainsi la question : qu'est-ce qui nous rend humains ? L'accès à la connaissance ou la capacité à ressentir de l'empathie. La créature, malgré ses origines grotesques, développe une compréhension du monde plus profonde et nuancée que son créateur, précisément parce qu'elle l'a apprise à travers le prisme de la souffrance et de la recherche de connexion. Sa soif d'apprendre est une métaphore de la soif de reconnaissance et d'amour. Le traitement du temps dans le film est notable. Del Toro utilise des ellipses significatives pour montrer à la fois la longueur de la gestation du projet de Victor et la rapidité avec laquelle la créature assimile les connaissances. Le montage alterne entre des séquences au rythme lent et contemplatif, les conversations avec l'aveugle, les moments de solitude, et des séquences au rythme plus haché et nerveux, les cauchemars de Victor, les scènes de fuite. Cette manipulation du temps subjectif nous permet de ressentir l'ennui et l'obsession dans le laboratoire, ainsi que l'intensité des découvertes de la créature. Le récit cadre en Arctique semble hors du temps, dans un présent éternel et glacial où le passé ressurgit inlassablement à travers le récit. La vieillesse et la jeunesse sont également contrastées. La sagesse de l'aveugle contre la folie juvénile de Victor, la maturité douloureuse de la créature contre l'immaturité persistante de son créateur. Le film prend son temps pour installer les ambiances et développer les psychologies, refusant les raccourcis narratifs, ce qui contribue à sa puissance tragique mais aussi aux critiques sur sa longueur. Ce temps accordé est pourtant nécessaire pour que le spectateur s'attache à la créature et comprenne la gradation dans sa souffrance et sa colère. La symbolique du cercle et de la poursuite est un motif visuel et narratif récurrent. Dès l'ouverture, la traque sur la banquise est un cercle infini de vengeance et de culpabilité. Le laboratoire de Victor est souvent montré avec des instruments circulaires, volants, bocaux. La créature elle-même est un assemblage en cercle fermé, n'ayant ni début ni fin naturel. Cette circularité évoque l'inexorabilité du destin, l'impossibilité d'échapper aux conséquences de ses actes, et le cycle de l'abus qui se perpétue de génération en génération. La structure narrative elle-même est circulaire, commençant et finissant dans l'Arctique. Cette circularité contraste avec l'idée de progrès linéaire chère à Victor et à la science. Elle suggère plutôt un retour éternel de la même erreur, de la même douleur. Seule la mort, ou un sacrifice ultime, pourrait briser ce cercle. Le film explore cette idée à travers la possible rédemption finale, où l'acceptation de la responsabilité par Victor pourrait mettre un terme à la poursuite. La glace, en fondant ou en se brisant, pourrait être le symbole de cette rupture possible du cycle infernal. L'humour, bien que rare, est présent sous une forme noire et subtile, souvent portée par les observations naïves ou profondément justes de la créature. En découvrant le monde, ses réactions peuvent avoir une innocence comique qui souligne encore son statut d'étranger. Del Toro sait aussi utiliser l'ironie dramatique, notamment lorsque les villageois prennent peur devant la créature alors qu'elle ne cherche que de l'aide, ou lorsque Victor est applaudi par la société pour des découvertes qui le rongent de remords. Cet humour n'est jamais gratuit. Il sert à renforcer la tragédie en créant des moments de respiration qui rendent le retour à l'horreur plus poignant. Il humanise également la créature, montrant qu'elle possède une forme de conscience et de perception qui peut être espiègle. L'absence totale d'humour chez Victor, en revanche, souligne son caractère rigide et son incapacité à voir l'absurdité de sa propre situation. Cette touche d'humour,
propre à la sensibilité de Del Toro même dans ses œuvres les plus sombres, évite au film de tomber dans un misérabilisme constant et ajoute une couche de réalisme à l'univers dépeint. Le film fonctionne également comme une critique de l'idéal des Lumières poussé à son extrême. Victor incarne la raison dévoyée, une foi absolue dans le pouvoir de la science et de l'individu, le génie, sans le contrepoint de l'éthique, de la compassion ou de l'humilité. Sa quête pour vaincre la mort est une révolte prométhéenne contre les limites naturelles, un désir d'égaler Dieu non par amour de la création, mais par amour propre. Del Toro montre les conséquences catastrophiques de cette raison détachée du cœur. La créature, en revanche, bien que créée par cette folie rationnelle, accède à l'humanité par les émotions, l'art et la relation à l'autre. Le film semble ainsi dire que l'humanité ne réside pas dans l'intellect seul, mais dans la capacité à ressentir et à compatir. L'ambiance gothique du film, avec son irrationalité sous-jacente, ses cauchemars et ses paysages sublimes, est l'antithèse esthétique de l'univers aseptisé et géométrique des Lumières que Victor prétend incarner. En cela, l'adaptation de Del Toro reste fidèle à l'esprit romantique et critique du roman de Shelley, qui était déjà une mise en garde contre les excès d'une science sans conscience. La performance d'Oscar Isaac est un exercice de complexité remarquable. Il évite avec soin de jouer Victor comme un fou dès le départ. Au contraire, il le campe d'abord comme un jeune homme brillant, charismatique, mais dont on perçoit déjà l'orgueil et la fragilité narcissique. Sa descente aux enfers est progressive, l'obsession creuse son visage, son regard devient fiévreux, sa posture se voûte sous le poids du secret et de la culpabilité. Isaac montre admirablement comment Victor se ment à lui-même, se convainquant de la noblesse de ses buts alors que ses actions sont égoïstes. Ses moments de panique et de lâcheté sont palpables, tout comme ses rares instants de lucidité déchirante. La relation qu'il établit avec la créature, même dans le rejet, est chargée d'une tension quasi érotique de haine et de dépendance. Il ne cherche pas à se faire aimer du public, mais à être compris dans sa faille originelle. La scène où il regarde pour la première fois sa création achevée est un chef-d'œuvre de jeu muet. On y lit successivement la fascination, le triomphe, l'horreur et le dégoût. Isaac réussit à faire de Victor une figure à la fois répugnante et profondément tragique, un homme brisé par la conséquence de son propre manque d'amour. L'adaptation de Del Toro opère un déplacement significatif en faisant de la créature le véritable protagoniste du film. Elle est le personnage dont nous suivons le parcours le plus complet, de la naissance à la maturité tragique, et c'est son désir fondamental, être aimé, qui propulse l'intrigue après sa création. Victor, en comparaison, est un personnage réactif, fuyant, dont l'arc est une lente déliquescence. Ce choix narratif radical est un acte politique et éthique. Il redonne la parole et la subjectivité à l'être traditionnellement réduit au rôle de monstre. Le spectateur est invité à s'identifier à la créature, à partager sa solitude, ses espoirs brisés et sa colère justifiée. Ce renversement est au cœur de la modernité de cette adaptation. Il fait écho aux préoccupations contemporaines concernant la voix des marginaux, des exclus, des monstres créés par les normes sociales. En faisant cela, Del Toro ne trahit pas Shelley, mais approfondit une intuition déjà présente dans le roman, où la créature raconte sa propre histoire sur une longue section. Le film pousse cette logique à son terme, en faisant de cette section le centre émotionnel et structurel de l'œuvre. Les décors et la direction artistique de Guy Davis et de son équipe construisent un monde à la fois historique et onirique. Le manoir des Frankenstein est un personnage à part entière, avec ses couloirs sombres, ses bibliothèques poussiéreuses et ses salons trop grands, reflétant la froideur de la famille. Le laboratoire, installé dans une tour isolée, est un chef-d'œuvre de design steampunk avant l'heure, mêlant instruments scientifiques authentiques de l'époque à des machines fantasmées. La chaumière de l'aveugle, en revanche, est un modèle de chaleur et de vie, rempli d'objets usuels, de livres et d'instruments de musique. L'Arctique est représenté avec des maquettes et des effets pratiques qui rappellent le cinéma pré-CGI, donnant une matérialité palpable à la banquise et aux navires piégés. Del Toro, collectionneur et dessinateur lui-même, imprègne chaque plan de détail qui raconte une histoire. Les spécimens dans le formol du laboratoire, les jouets d'enfance de Victor, les outils de sculpteur de l'aveugle. Cet univers tangible et richement texturé est essentiel pour ancrer le fantastique dans une réalité crédible, rendant la transgression de Victor et l'existence de la créature d'autant plus inquiétante et poignante. Le film utilise le motif du double ou du doppelganger de manière sophistiquée. Victor et sa créature sont les reflets inversés l'un de l'autre, le créateur et la créature, le beau et le monstrueux, l'intellect froid et l'émotion brute. Mais Del Toro va plus loin en montrant qu'ils partagent une même solitude essentielle et une même malédiction. Ils sont liés par un lien quasi symbiotique, chacun définissant l'existence de l'autre. Dans plusieurs scènes, notamment de cauchemars, Victor se voit littéralement transformé en la créature, ou inversement, signifiant leur identité profonde.
La créature est la matérialisation de l'ombre de Victor, de ses pas refoulés d'imperfection, de désir et de violence. Cette relation de double explique la nature obsessionnelle de leur poursuite. On ne fuit pas son reflet, on cherche à l'anéantir pour se sauver soi-même. Elisabeth, elle aussi, peut être vue comme un double féminin et positif de la créature, toutes deux étant des créations de Victor, l'une par le mariage social, l'autre par la science, qu'il ne sait pas aimer. Cette intrication des doubles enrichit le film d'une dimension psychanalytique, explorant le moi, l'altérité et la projection de ses propres démons sur l'autre. Le traitement du son et des silences est d'une grande finesse. Le mixage sonore accentue souvent les bruits intérieurs, les battements de cœur, la respiration haletante, le grincement des planchers, le crépitement du feu. Dans la scène de création, le son est étouffé, aquatique, avant de laisser place au premier cri rauque de la créature. Les moments de tension sont parfois ponctués d'un silence total, plus angoissant que n'importe quel effet sonore. La voix off de Victor dans le récit cadre est murmurée, fatiguée, créant une intimité confessionnelle avec le capitaine Anderson. À l'inverse, la voix de la créature, une fois éduquée, est claire, posée, chargée d'une éloquence et d'une douleur qui contrastent avec son apparence. Les bruits de la nature, le vent, la pluie, les branches qui craquent, sont utilisés pour amplifier l'isolement ou la menace. L'absence de musique dans des scènes clés, comme le meurtre de l'aveugle, renforce l'horreur brute et soudaine de l'acte. Ce soin apporté à la bande-son fait du film une expérience sensorielle complète, immergeant le spectateur dans l'atmosphère oppressante ou, au contraire, apaisante des différentes séquences. Et la conclusion du film, sur la banquise, évite le manichéisme d'une victoire ou d'une défaite claire. Elle propose plutôt une forme d'épuisement mutuel et de possible réconciliation dans la mort. La poursuite s'achève non parce qu'un des deux a triomphé, mais parce que leur force les abandonne. Le dialogue final entre Victor et la créature est dépouillé de toute rhétorique, réduit à l'essentiel, la reconnaissance de leurs liens maudits et de leurs souffrances respectives. Victor, mourant, parvient peut-être à un semblant de remords authentique, non plus tourné vers lui-même, mais vers sa création. La créature, quant à elle, montre une forme de pitié, voire de compréhension, envers celui qui l'a rejeté. Le plan final sur la créature, seule sur la glace, regardant l'horizon ou le corps de son créateur, est ambigu. Est-ce la libération ou l'aboutissement d'une solitude éternelle? Del Toro laisse la question ouverte. Cette fin mélancolique et dépouillée est en phase avec le ton de tragédie classique qu'il a instillé tout au long du film. Elle suggère que la seule issue à un cycle de violence aussi profond est l'anéantissement ou le sacrifice, mais qu'une lueur de rédemption peut briller dans la reconnaissance ultime de l'autre. L'accueil public exceptionnel, notamment son score record sur Rotten Tomatoes, s'explique par la capacité du film à toucher une corde universelle. Au-delà du mythe gothique, il parle à quiconque a connu le rejet, l'incompréhension familiale ou s'est senti différent. La performance d'Elodie rend la créature incroyablement empathique, et son parcours est une quête d'identité et d'amour à laquelle beaucoup peuvent s'identifier. La beauté visuelle somptueuse en fait aussi une expérience cinématographique immersive et mémorable. La fidélité aux thèmes du roman, tout en les actualisant avec une sensibilité moderne, notamment autour des questions de parentalité toxique et d'altérité, a séduit à la fois les puristes et les nouveaux venus. Le film prouve qu'un blockbuster à grand budget peut être à la fois un spectacle impressionnant et une œuvre profondément réflexive et émotionnelle. Son succès sur Netflix après une brève exploitation en salle démontre aussi l'appétit du public pour des œuvres d'auteur ambitieuses dans le format de la plateforme. Frankenstein de Del Toro devient ainsi une œuvre charnière, montrant la viabilité artistique et commerciale d'adaptations littéraires exigeantes. En définitive, cette adaptation se positionne comme une œuvre synthèse dans la carrière de Guillermo del Toro, un aboutissement. Elle rassemble toutes ses obsessions, les monstres sensibles, les héros faillis, les environnements gothiques, la critique des institutions rigides, la célébration de l'empathie et de l'imagination. C'est un film qui dialogue avec toute l'histoire du mythe de Frankenstein au cinéma, tout en revenant résolument à la source littéraire pour en extraire une nouvelle puissance tragique. Par sa mise en scène virtuose, ses performances inoubliables et sa profondeur thématique, il transcende le genre de l'horreur pour devenir une méditation universelle sur la création, la responsabilité, l'amour et la solitude. Il prouve que le monstre le plus terrifiant n'est pas celui qui se cache dans l'ombre, mais celui qui réside dans l'orgueil et l'incapacité d'aimer de l'homme. En donnant un cœur et une voix à la créature, Del Toro ne fait pas qu'adapter un classique. Il le réinvente pour notre époque, avec une pertinence et une beauté qui en font une œuvre majeure du cinéma contemporain. Et la scène inaugurale dans l'Arctique n'est pas qu'un simple prologue mais fonctionne comme une métaphore de l'état psychique des personnages. La blancheur immaculée et hostile de la banquise représente l'oubli souhaité mais impossible,
tandis que le navire pris dans les glaces évoque l'enfermement dans les conséquences de ses actes. Del Toro utilise ce cadre non seulement comme dispositif narratif mais comme un espace moral purifié où la confession peut enfin avoir lieu. Le capitaine Anderson, incarné avec une retenue solennelle, devient bien plus qu'un témoin passif. Il incarne la possibilité d'un jugement éclairé et compatissant, en contraste absolu avec le père de Victor. La lumière rasante de l'extrême nord, avec ses longues ombres bleutées, crée une atmosphère de vérité ultime où les mensonges et les justifications ne peuvent plus se dissimuler. Cet environnement extrême réduit l'existence à sa plus simple expression, comme un miroir de la relation dépouillée entre le créateur et sa créature. Le processus de création scientifique chez Victor est présenté comme une alchimie pervertie où l'ambition a remplacé la sagesse. Del Toro montre méticuleusement la transformation de Victor d'un étudiant prometteur en un obsédé monomaniaque à travers une progression visuelle subtile mais implacable. Ses vêtements, d'abord élégants et colorés, deviennent progressivement souillés, négligés, comme si son âme se salissait à mesure qu'il approfondissait ses recherches interdites. Le laboratoire lui-même évolue d'un atelier ordonné à un chaos organique où les instruments de précision côtoient les restes macabres de son commerce avec la mort. Cette descente est ponctuée par des moments de répulsion fascinés où Victor doit manipuler des matières organiques en décomposition, scène filmée avec un réalisme qui souligne le coût physique et moral de son entreprise. La science, dans cette vision, n'est pas neutre. Elle absorbe la moralité de celui qui la pratique, devenant une extension de ses démons intérieurs. La relation entre Victor et Elizabeth est retravaillée pour en faire un commentaire sur le mariage et la possession dans la société du XIXe siècle. Elizabeth n'est pas simplement la fiancée aimante mais une orpheline adoptée par la famille Frankenstein, ce qui la place dans une position ambiguë de reconnaissance éternelle. Mia Goth joue cette complexité avec une intelligence remarquable, montrant une femme consciente de sa condition d'objet transactionnel dans l'économie familiale. Son lien avec Victor est empreint d'une affection réelle mais aussi d'une profonde incompréhension de la part de ce dernier, qui la considère comme un acquis plutôt que comme une personne autonome. Dans plusieurs scènes cruciales, Elizabeth tente de percer l'énigme de l'obsession de Victor, déployant une intuition féminine que la rationalité masculine méprise. Son propre corps et sa capacité reproductive deviennent un contrepoint silencieux mais puissant à la création artificielle de Victor, posant la question de ce qui définit véritablement la vie et la parentalité. L'utilisation de la littérature dans le film dépasse la simple référence à Paradise Lost pour construire un véritable dialogue intertextuel. La créature découvre non seulement Milton mais aussi Goethe, Rousseau et les Lumières, créant ainsi sa propre éducation sentimentale qui entre en collision avec la réalité du monde. Ses livres, volés ou offerts, deviennent ses seuls vrais amis, des fenêtres sur des mondes idéaux qui contrastent cruellement avec sa condition. La scène où il lit des passages sur la nature humaine tout en observant les villageois se comporter avec cruauté est particulièrement poignante. Elle montre le choc entre la théorie humaniste et la pratique sociale. Del Toro utilise ces références non comme ornement culturel mais comme un moyen de montrer comment la culture peut à la fois élever et torturer, en donnant les outils pour comprendre sa propre souffrance sans offrir les moyens d'y échapper. La bibliothèque de l'aveugle devient ainsi un sanctuaire temporaire où la créature accède à une humanité que son créateur lui a refusée. La conception sonore de la créature mérite une analyse approfondie. Ses premières vocalisations sont des grognements animaux, des sons gutturaux qui expriment la douleur et la confusion. Progressivement, à mesure qu'il apprend la langue, sa voix acquiert une musicalité et une éloquence qui contrastent radicalement avec son apparence. Jacob Elordi travaille cette transformation vocale avec une maîtrise remarquable, passant d'une voix cassée et incertaine à un timbre profond et mélodieux lorsqu'il récite la poésie. Ce contraste entre l'apparence et la voix devient l'une des tensions les plus fascinantes du film. Les personnages qui l'entendent avant de le voir sont charmés par son intelligence, puis horrifiés lorsqu'ils découvrent son visage. Del Toro joue de cette dissonance dans plusieurs scènes clés, notamment lorsque la créature parle à travers une porte close, créant chez l'interlocuteur une attente qui sera brutalement déçue. La voix devient ainsi le symbole de son humanité intérieure, souvent plus belle et plus profonde que celle des humains normaux qui l'entourent. Les motifs architecturaux dans le film sont porteurs d'une signification symbolique profonde. Le manoir Frankenstein, avec ses hauts plafonds et ses couloirs interminables, représente l'ordre social rigide et froid qui a produit Victor. Les escaliers en colimaçon de la tour du laboratoire évoquent à la fois l'ascension vers la connaissance et la descente dans la folie. La chaumière de l'aveugle, base de plafond et organique, semble littéralement pousser du sol forestier, incarnant une harmonie avec la nature que rejette la science de Victor. Del Toro et son directeur artistique utilisent ces espaces non comme de simples décors mais comme des extensions physiques des états d'âme des personnages. Les fenêtres, notamment, jouent un rôle crucial. Barreaux visuels pour Victor dans son laboratoire, ouverture sur le monde pour la créature dans la forêt,
elles définissent la relation de chaque personnage avec l'extérieur. L'Arctique enfin, avec son horizon infini et son absence de repères, représente l'effacement des frontières et la dissolution finale. La temporalité spécifique du film mérite d'être soulignée. Bien qu'ancré dans une époque historique reconnaissable, début du XIXe siècle, Del Toro y injecte un sentiment d'intemporalité propre au conte moral. Les costumes mélangent des éléments de différentes périodes, les technologies sont à la fois plausibles et fantasmées, créant un univers qui existe hors du temps strictement historique. Cette approche permet au film d'échapper aux limitations du réalisme historique pour atteindre une dimension mythique et universelle. Les événements semblent se dérouler dans une durée subjective. Les mois de recherche de Victor paraissent interminables, tandis que les semaines d'apprentissage de la créature chez l'aveugle semblent fugaces. Cette manipulation du temps ressenti renforce l'identification émotionnelle avec les personnages, en particulier avec la créature dont la brève période de bonheur semble voler au temps lui-même. Le récit-cadre arctique fonctionne comme un présent éternel, un moment suspendu où passé et présent se confondent dans la confession. Le thème du langage comme moyen d'humanisation et d'exclusion est traité avec une finesse particulière. La créature apprend non seulement à parler mais à maîtriser les nuances sociales, les métaphores, l'ironie, devenant souvent plus éloquent que son créateur. Cette maîtrise linguistique devient à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle lui permet de comprendre pleinement l'injustice de sa condition mais aussi de manipuler les autres lorsqu'il le souhaite. Les scènes où il utilise des citations littéraires pour exprimer sa détresse sont d'une puissance tragique rare, la culture devient l'arme des sans-voix pour dénoncer leurs conditions. À l'inverse, le langage de Victor se détériore à mesure qu'il s'enfonce dans son obsession. Ses phrases deviennent plus courtes, plus techniques, perdant toute capacité à exprimer l'émotion ou l'empathie. Cette évolution linguistique parallèle montre comment le langage peut humaniser ou déshumaniser, créer du lien ou de l'isolement. Le silence, dans ce contexte, devient tout aussi significatif. Les regards échangés entre la créature et Elisabeth parlent plus que des mots. La photographie de Dan Lostsen atteint dans ce film une maîtrise exceptionnelle dans l'utilisation des reflets et des miroirs. Ces surfaces réfléchissantes servent à multiplier les images des personnages, à briser leur unité, à suggérer leurs divisions intérieures. Victor, se regardant dans le miroir trouble de son laboratoire, y voit parfois le visage de la créature, signifiant leur identité profonde. Les flaques d'eau, les vitres, les surfaces métalliques polies deviennent autant d'opportunités pour jouer avec les doubles et les apparences. Cette technique visuelle culmine dans la scène où la créature découvre son propre reflet pour la première fois dans l'eau d'un ruisseau. Sa réaction de terreur et de fascination est un moment clé de prise de conscience de son altérité. Del Toro et Lostsen utilisent aussi les reflets pour créer des compositions complexes où le visible et l'invisible, le réel et son image se répondent, renforçant le thème de la dualité qui traverse tout le film. Le traitement de la religion et de la spiritualité est en filigrane tout au long du récit, apportant une profondeur métaphysique supplémentaire. Victor se positionne explicitement en rival de Dieu, non par piété inversée mais par orgueil scientifique pur. Sa création est un acte délibérément blasphématoire, non pas pour renier Dieu mais pour le défier sur son propre terrain. La créature, en revanche, développe une spiritualité complexe et personnelle, nourrie par ses lectures et son expérience du monde. Dans ses conversations avec l'aveugle, des questions théologiques fondamentales sont abordées. La nature de l'âme, la responsabilité du Créateur, la possibilité de la rédemption pour les étirs imparfaits. L'aveugle, avec sa foi simple et sincère, offre un contraste avec l'orgueil athée de Victor. Le film ne prend pas position dogmatiquement mais utilise ces questions pour explorer les dimensions morales et existentielles de la création. La scène où la créature demande à Victor de lui créer une compagne pose directement la question de la responsabilité éthique du Créateur envers sa création, écho moderne du problème théologique du mal. Les scènes de foule et de société sont traitées avec un œil critique acéré qui rappelle les peintures de Goya ou de Daumier. Lors des réceptions dans le manoir Frankenstein, Del Toro montre l'hypocrisie et la superficialité de l'aristocratie et de la bourgeoisie intellectuelle. Ces mondains qui applaudissent les avancées scientifiques sans en comprendre les implications représentent la société complice des dérives de la science. Leur réaction horrifiée face à la créature, alors qu'ils célébraient son créateur, dévoile leur moralité de convenance. Del Toro filme ces scènes avec un sens du détail satirique. Les chuchotements, les regards fuyants, la peur de la différence qui se cache sous les bonnes manières. Ces séquences fonctionnent comme un miroir déformant de notre propre société, soulignant comment les normes sociales peuvent être aussi monstrueuses que les créatures les plus difformes. La foule qui poursuit la créature avec des torchers et des fourches incarne la violence collective et irrationnelle, l'instinct de meute qui refuse l'altérité. La relation entre le corps et l'esprit est explorée de manière fascinante à travers le parcours de la créature. Son corps composite,
fait de pièces disparates, est à l'image de son esprit qui doit unifier des expériences contradictoires. La douleur physique qu'il ressent, les sutures qui tirent, les membres mal ajustés, est constamment présente, rappelant sa nature artificielle et imparfaite. Pourtant, c'est à travers ce corps souffrant qu'il accède aux sensations les plus pures, la chaleur du soleil, la fraîcheur de l'eau, la douceur de la musique. Del Toro montre comment la conscience émerge de cette matérialité blessée, comment l'esprit se construit en réponse aux stimuli du monde extérieur. À l'inverse, Victor, avec son corps parfait et aristocratique, semble de plus en plus désincarné, comme si son obsession l'avait coupé de ses sensations physiques. Cette inversion est cruciale, celui qui a créé la vie devient étranger à sa propre corporalité, tandis que la créature artificielle découvre la plénitude sensorielle. L'utilisation des saisons et des cycles naturels structure subtilement la narration et renforce les thèmes du film. L'histoire commence au printemps, saison des commencements et des promesses, qui correspond aux ambitions naissantes de Victor. L'été, période d'intensité et de maturation, voit la réalisation de la création et les premiers bonheurs de la créature chez l'aveugle. L'automne, avec ses couleurs flamboyantes et mélancoliques, accompagne la prise de conscience de l'isolement et les premières confrontations violentes. L'hiver enfin, saison de mort et de purification, encadre le récit arctique et la conclusion tragique. Ce parallélisme entre le cycle naturel et le destin des personnages renforce l'idée que Victor a transgressé non seulement des lois morales mais aussi l'ordre naturel lui-même. La créature, bien qu'artificielle, semble plus en phase avec ses rythmes naturels que son créateur, comme si la vie en elle, quelle que soit son origine, cherchait instinctivement l'harmonie avec les éléments. Le motif des mains et du toucher est récurrent et chargé de signification. Les mains de Victor, d'abord délicates et précises dans leur manipulation scientifique, deviennent tremblantes et couvertes de sang à mesure que son projet avance. Celles de la créature, disproportionnées et couturées, sont pourtant capables de gestes d'une étonnante délicatesse. Tourner les pages d'un livre, caresser le bois d'un violon, tendre une fleur. Le toucher devient le sens de la vérité. L'aveugle reconnaît la créature par le contact, découvrant sa texture particulière sans préjugés visuels. Les scènes où la créature touche son propre visage, explorant ses sutures et ses asymétries, sont des moments de douloureuse autoconnaissance. Del Toro filme ses mains avec une attention particulière, en plan serré, faisant d'elles des personnages à part entière. Le refus de Victor de toucher sa création, son recul physique devant elle, symbolise son rejet fondamental. Le toucher, ou son absence, devient ainsi le langage non-verbal de l'acceptation ou du rejet. Et la conception des cauchemars de Victor est une démonstration du génie visuel de Del Toro. Ces séquences oniriques mélangent des souvenirs d'enfance déformés, des anticipations anxieuses et des symboles freudiens. On y voit des cadavres qui s'animent de manière grotesque, le père de Victor dont le visage se fige en masque de reproche, Elisabeth qui se transforme en la créature. Ces cauchemars ne sont pas de simples effets d'horreur mais révèlent l'inconscient torturé de Victor, ses culpabilités refoulées et ses peurs profondes. Leur style visuel diffère du reste du film, couleurs saturées, mouvements de caméra vertigineux, montage rapide et disloqué. Ils servent de contrepoint expressionniste au réalisme gothique du récit principal. La créature aussi rêve, mais ses rêves, suggérés plutôt que montrés, semblent empreints d'une nostalgie confuse pour un état d'innocence qu'il n'a jamais vraiment connu. Cette exploration du subconscient enrichit considérablement la psychologie des personnages. Le personnage secondaire de Justine, la servante injustement accusée du meurtre commis par la créature, est développée avec une empathie qui renforce la critique sociale du film. Son procès et son exécution sont montrés non comme un simple rebondissement dramatique mais comme une dénonciation de la justice des hommes, rapide à condamner les faibles et les marginaux. Victor, qui connaît la vérité, reste silencieux par lâcheté, faisant de lui un complice moral du meurtre judiciaire. Cette séquence rappelle que la monstruosité n'est pas seulement dans les actes violents mais dans les silences coupables et les lâchetés sociales. Justine devient le double innocent de la créature, tous deux sont des boucs émissaires sacrifiés sur l'autel de l'ordre social et de la lâcheté masculine. Del Toro lui donne une dignité dans la mort qui contraste avec la déchéance progressive de Victor, créant ainsi un autre renversement moral significatif. L'évolution du regard de la caméra sur la créature est un élément crucial de la stratégie narrative et émotionnelle du film. Dans la première partie, vue à travers les yeux de Victor, elle est filmée en plan fragmenté, furtif, souvent dans l'ombre ou de dos, renforçant son statut d'objet de terreur. Lorsqu'on passe à son point de vue, la caméra adopte une position plus frontale, plus stable, nous permettant de voir le monde à travers ses yeux. Les plans deviennent plus larges, plus contemplatifs, reflétant sa curiosité et sa soif de compréhension. Dans les scènes avec l'aveugle, la caméra se fait particulièrement proche, capturant les micro-expressions de son visage, soulignant son humanité naissante.
Ce changement de perspective visuelle est aussi important que le changement de point de vue narratif. Il nous apprend littéralement à voir différemment, à dépasser l'apparence immédiate pour percevoir l'être intérieur. Del Toro maîtrise cet art de faire du style visuel un outil au service de l'empathie. Les thèmes économiques et de classe sociale sont subtilement présents en arrière-plan du récit. Victor appartient à l'aristocratie terrienne et intellectuelle, ce qui lui donne le loisir et les ressources pour ses expériences. La créature, elle, est littéralement faite des rebuts des classes inférieures, corps de criminels, de pauvres, d'exclus. Cette dimension de classe ajoute une couche supplémentaire à la critique sociale. Le privilège de Victor lui permet de jouer avec la vie et la mort sans considération pour les conséquences humaines. Les villageois qui pourchassent la créature représentent quant à eux la petite bourgeoisie et le prolétariat, prompt à la violence par peur de la différence mais aussi par ressentiment de classe. L'aveugle, vivant en marge de la société, échappe à ses déterminismes sociaux, ce qui explique sa capacité à accueillir la créature sans préjugés. Le film suggère ainsi que les structures sociales et économiques contribuent à créer les conditions de la monstruosité, tant du côté des puissants que de celui des opprimés. La scène de la demande de compagne par la créature à Victor est un tournant philosophique majeur. Elle ne se contente pas de reprendre la trame du roman, mais la développe en une véritable négociation existentielle. La créature argumente avec une logique implacable et une éloquence tragique. Si Victor a le droit de créer la vie, il a le devoir d'assurer le bonheur de sa création. Son raisonnement mêle des références philosophiques et une détresse purement humaine, créant un moment d'une puissance dramatique rare. Victor, de son côté, oscille entre la peur, la colère et une reconnaissance fugace de sa responsabilité. La discussion a lieu dans des décors qui reflètent leur relation. D'abord dans le laboratoire froid, puis dans des paysages naturels grandioses qui semblent juger la petitesse de Victor. Cette scène pose des questions éthiques fondamentales sur les limites de la science, les droits de la créature face au créateur, et la nature de la responsabilité parentale. Elle montre aussi la créature comme un être doué de raison et d'émotion, capable de formuler des demandes légitimes, contrairement à l'image de monstres irrationnels. L'utilisation des animaux dans le film mérite une analyse attentive. Les oiseaux, souvent présents en arrière-plan, symbolisent la liberté que ni Victor ni la créature ne peuvent atteindre. Les chiens, qui aboient à la créature, représentent l'instinct de rejet de la différence. Dans une scène clé, la créature observe un faon dans la forêt avec une fascination mélancolique, voyant en lui une pureté naturelle qu'il ne pourra jamais posséder. Del Toro utilise aussi des insectes, des papillons, des poissons dans des scènes de laboratoire, rappelant que la vie sous toutes ses formes est l'objet de la curiosité et parfois de la cruauté humaine. Ces présences animales créent un continuum entre le naturel et l'artificiel, questionnant ce qui distingue véritablement la vie naturelle de la vie fabriquée. Ils servent aussi de contrepoint à l'humanité défaillante des personnages principaux, montrant parfois plus de compassion et de sagesse instinctive que les êtres humains. Le traitement de la lumière artificielle versus la lumière naturelle est un élément stylistique porteur de sens. Dans le laboratoire de Victor, la lumière provient de lampes à huile, de bougies, de lanternes, créant des jeux d'ombre mouvantes et inquiétantes. Cette lumière tremblante et imparfaite reflète l'instabilité de ses expériences et de sa psyché. Dans la nature et dans la chaumière de l'aveugle, c'est la lumière du soleil, de la lune, du feu de cheminée qui prédomine, une lumière chaude et directe qui semble révéler la vérité des choses. La créature est souvent photographiée dans cette lumière naturelle, qui souligne sa texture de peau et ses imperfections mais aussi sa beauté étrange. Victor, au contraire, se réfugie dans la pénombre artificielle, comme s'il fuyait la lumière révélatrice. Del Toro et Lostsen jouent avec ces contrastes lumineux pour créer une géographie morale où la lumière naturelle est associée à la vérité et à l'acceptation, la lumière artificielle au mensonge et au rejet. La relation entre Victor et son ami d'enfance Henri Clerval, bien que moins développée que dans le roman, apporte une nuance intéressante. Clerval représente la voie de la modération, de l'humanisme équilibré, en contraste avec l'extrémisme de Victor. Ses tentatives pour ramener Victor à la raison et à la sociabilité échouent systématiquement, montrant l'irréversibilité de la descente aux enfers de ce dernier. Sa mort, imputée à la créature, devient un tournant crucial. C'est le moment où la vengeance de la créature frappe non plus des inconnus mais l'entourage proche de Victor, accentuant son isolement. Clerval fonctionne comme un double positif de Victor, ce qu'il aurait pu être s'il avait su modérer ses ambitions. Sa disparition symbolise la mort définitive de la part humaine de Victor, sacrifié sur l'autel de son orgueil prométhéen. Ce personnage permet aussi de montrer comment la folie de Victor affecte et détruit ceux qu'il aime, élargissant le cercle des victimes de son hybris. Les scènes de tempêtes et de phénomènes météorologiques extrêmes sont utilisées de manière symbolique et dramatique.
L'orage qui éclate au moment de l'animation de la créature est un classique du genre, mais est traité ici avec une retenue qui le rend plus inquiétant qu'impressionnant. La pluie battante qui accompagne plusieurs scènes clés, la fuite de la créature, la mort de l'aveugle, sert à la fois à créer une atmosphère et à suggérer une purification impossible. La neige de l'Arctique, déjà mentionnée, représente l'effacement et l'oubli. Del Toro utilise ces éléments non comme de simples décors animés, mais comme des extensions des états émotionnels des personnages. La créature semble particulièrement en phase avec ces phénomènes. Elle marche sous la pluie comme si elle communiait avec les éléments, elle supporte le froid arctique mieux que les humains, suggérant sa nature à la fois surnaturelle et profondément liée aux forces primordiales de la nature. Le motif du théâtre et de la performance court en filigrane dans le film. Victor, dans les salons mondains, joue le rôle du jeune savant brillant, dissimulant sa folie naissante derrière des manières polissées. La créature, lorsqu'elle observe les villageois à travers les fenêtres, assiste à une comédie humaine dont elle est exclue. L'aveugle, ancien acteur ou conteur, utilise des techniques théâtrales pour enseigner à la créature. Cette théâtralité atteint son paroxysme dans la scène où la créature s'adresse à Victor en citant du théâtre élisabétain, utilisant le langage de la scène pour exprimer des émotions trop fortes pour le langage ordinaire. Del Toro semble suggérer que toute existence sociale est une forme de performance, mais que la créature, dans son authenticité douloureuse, échappe à cette convention. Sa monstruosité même le rend incapable de dissimuler, faisant de lui le seul personnage véritablement vrai dans un monde de masques et de rôles sociaux. La bande originale d'Alexandre Desplat mérite une analyse détaillée pour son rôle dans la construction de l'empathie. Le thème principal associé à la créature est construit autour d'une mélodie simple au piano ou à la flûte, qui évolue au cours du film en intégrant des harmonies plus complexes et des orchestrations plus riches, reflétant le développement intellectuel et émotionnel du personnage. Pour Victor, Desplat utilise des motifs plus dissonants, avec des cordes en tension et des cuivres menaçants, qui se désagrègent progressivement à mesure que sa psyché se fracture. Dans les scènes de la chaumière, la musique adopte des tonalités folkloriques, presque naïves, créant une bulle de normalité et de chaleur. L'absence totale de musique dans certaines scènes de violence, déjà mentionnées, est un choix délibéré qui renforce le réalisme brutal de ces moments. Desplat réussit le tour de force de créer une partition à la fois magnifiquement romantique et profondément inquiétante, parfaitement accordée à l'ambivalence fondamentale du film. La scène de l'incendie du laboratoire est un moment cathartique visuellement époustouflant. Les flammes, filmées en plan large et en macro, dévorent non seulement le lieu physique mais aussi symboliquement les preuves du crime de Victor. Le feu purificateur détruit les instruments de la transgression mais ne peut effacer ses conséquences morales. Del Toro filme cette séquence avec une fascination presque sensuelle pour la destruction, les couleurs chaudes contrastant radicalement avec les tons froids dominants du film. La créature observant l'incendie depuis l'extérieur exprime une satisfaction amère. Elle détruit le lieu de sa naissance maudite, mais c'est que cela ne changera rien à sa condition. Victor, quant à lui, regarde brûler des mois de travail avec un mélange d'horreur et de soulagement, comme si le feu libérait temporairement le poids de son secret. Cette scène fonctionne comme un point de non-retour dans la relation entre les deux personnages, la destruction du berceau symbolique rendant impossible toute réconciliation. Le traitement de la mémoire et de l'oubli est un thème sous-jacent subtil mais puissant. Victor tente désespérément d'oublier sa création, de refouler l'horreur de son acte, mais la mémoire revient sous forme de cauchemars et d'hallucinations. La créature, au contraire, cherche à construire une mémoire, à accumuler des expériences et des connaissances pour combler le vide de ses origines. L'aveugle, avec ses souvenirs d'acteur et sa sagesse accumulée, offre à la créature une mémoire de substitution, une tradition humaine dans laquelle s'inscrire. Le récit cadre en Arctique est précisément un exercice de remémoration, une tentative de donner un sens au passé par le récit. Del Toro suggère que la mémoire, aussi douloureuse soit-elle, est constitutive de l'identité, tandis que l'oubli est une forme de mort psychique. La créature, en exigeant que Victor se souvienne de lui et de sa responsabilité, revendique son droit à exister dans la mémoire de son créateur. Les scènes de voyage et de déplacement structurent la narration et symbolisent la quête identitaire. Le voyage de Victor à Ingolstadt pour ses études représente son éloignement des valeurs familiales et son entrée dans le monde de la science sans conscience. Le périple de la créature à travers la forêt et les Alpes symbolise sa recherche d'un lieu où être accepté. Le voyage en bateau vers l'Angleterre puis vers l'Arctique marque les étapes de la fuite et de la poursuite finale. Del Toro filme ses déplacements avec des plans de paysages sublimes qui écrasent les personnages, soulignant leur petit face à l'immensité du monde et de la nature. Ces voyages ne sont jamais libérateurs mais toujours contraints, que ce soit par l'obsession, la peur ou la vengeance. Il crée un rythme de fuite en avant qui mène inexorablement à l'impasse arctique, lieu où plus aucune fuite n'est possible,
où il faut enfin faire face aux conséquences de ses actes. La relation entre l'art et la science est explorée à travers plusieurs personnages et scènes. Clerval, l'ami de Victor, est passionné de littérature et d'art, représentant l'humanité des lettres face à la déshumanisation des sciences. L'aveugle enseigne la musique et la poésie à la créature, lui montrant que la beauté existe au-delà de l'apparence physique. Victor, au contraire, a abandonné toute sensibilité artistique au profit d'une rationalité scientifique étroite et destructrice. Dans une scène significative, la créature découvre une sculpture classique dans la bibliothèque de l'aveugle et la contemple avec émerveillement, trouvant dans cet idéal de beauté un contraste cruel avec sa propre apparence. Del Toro semble suggérer que l'art, par sa capacité à exprimer l'émotion et à créer de l'empathie, est un antidote nécessaire à une science dénuée de conscience. La beauté des images du film elle-même, sa dimension picturale affirmée, est une démonstration de cette conviction. Le motif du sang et des fluides corporels est présent tout au long du film avec une insistance qui dépasse le simple effet d'horreur. Le sang dans le laboratoire représente la matérialité brute de la vie que Victor manipule sans respect. Les larmes de la créature, souvent filmées en gros plan, sont le signe de son humanité émotionnelle. La sueur, la salive, les fluides de conservation dans les bocaux créent un univers viscéral qui rappelle constamment la corporalité des personnages. Del Toro ne cherche pas à éviter le dégoût physique mais l'utilise pour renforcer le thème de la vie comme matière organique, imparfaite et souvent répugnante. Cette insistance sur le corporel s'oppose à l'idéalisme abstrait de Victor, qui voudrait créer la vie sans se salir les mains. La créature, dans sa matérialité assumée, devient ainsi plus réelle, plus ancrée dans le physique, que son créateur de plus en plus éthéré et désincarné. Les scènes d'intérieur versus extérieur sont traitées de manière significativement différente. Les intérieurs, le manoir, le laboratoire, sont des espaces de contrainte, de secret et de folie, filmés avec des cadres serrés et des angles qui créent un sentiment d'oppression. Les extérieurs, la forêt, les montagnes, l'Arctique, sont des espaces de liberté potentielle mais aussi de danger, filmés en plan large qui libèrent le cadre. La créature est souvent montrée dans des espaces extérieurs, comme si elle appartenait davantage au monde naturel qu'au monde humain des intérieurs sociaux. Victor, au contraire, se réfugie dans des intérieurs de plus en plus clos et sombres à mesure que son obsession grandit. Cette dialectique intérieure-extérieure renforce le thème de l'exclusion. La créature est littéralement mise à la porte de la société humaine, condamnée à errer dans les marges naturelles du monde habité. Le traitement du temps qui passe est matérialisé par des détails visuels subtils mais significatifs. Les changements de saison déjà mentionnés, mais aussi le vieillissement des visages. Victor, d'abord jeune et lisse, voit des cernes se creuser, des rides d'angoisse marquer son front. La créature, bien que physiquement inchangée, vieillit émotionnellement et intellectuellement, son regard gagnant en profondeur et en mélancolie. Les objets aussi portent les marques du temps. Les livres de l'aveugle sont usés, les instruments de Victor se couvrent de poussière entre ces périodes d'activité frénétique. Del Toro utilise ces détails pour créer un sentiment de durée réelle, d'évolution lente mais inexorable des personnages et de leurs environnements. Cette attention au temps qui passe renforce la dimension tragique. On voit littéralement les personnages se détruire à petit feu, incapables d'échapper à la logique de leurs actes. La scène de la noyade de la jeune fille, directement inspirée du roman, est traitée avec une retenue et une gravité qui en font un moment de pure tragédie plutôt qu'un rebondissement dramatique. La créature, en sauvant accidentellement la fille puis en étant accusée de sa mort, incarne le paradoxe de l'être incompris dont les intentions bonnes se transforment en catastrophe. Del Toro filme cette séquence presque comme une pantomime tragique, avec peu de dialogue, privilégiant le langage corporel et les expressions faciales. La réaction de terreur de la fille, puis celle de la foule, contraste avec la confusion et la détresse de la créature. Cette scène est cruciale car elle montre que même lorsqu'il tente de bien agir, la créature est condamnée par son apparence. Elle renforce aussi le thème de la communication impossible. Aucun langage ne pourrait expliquer ou justifier cet accident face à la peur viscérale qu'il inspire. Le personnage du père de Victor, Alphonse, est développé au-delà du simple archétype du patriarche sévère. Charles Dance apporte des nuances qui en font un personnage tragique à sa manière. Il aime son fils mais ne sait l'exprimer qu'à travers des exigences et des reproches. Ces scènes avec le jeune Victor montrent un homme rigidifié par le deuil, celui de sa femme, et par les conventions sociales, incapable de tendresse spontanée. Sa mort, bien que moins développée que dans le roman, a un impact sur Victor qui réalise trop tard la vacuité de sa quête face à la réalité de la perte. Alphonse représente l'ordre ancien, les valeurs de famille et de responsabilité sociale que Victor rejette dans son ambition individuelle. Pourtant, le film suggère que c'est précisément le manque d'amour authentique dans cet ordre qui a produit le monstre qu'est devenu Victor. Le patriarcat,
dans sa froideur et son autoritarisme, engendre sa propre destruction à travers des fils révoltés mais incapables de proposer une alternative viable. Les scènes de repas et de nourriture sont rares mais significatives. Le premier repas partagé entre la créature et l'aveugle est un moment d'une simplicité et d'une beauté touchante. L'acte de manger ensemble, fondamentalement humain et social, devient un rite d'acceptation. Victor, au contraire, est souvent montré mangeant seul, ou repoussant la nourriture, signe de son retrait du monde social et de son dégoût croissant pour la physicalité de l'existence. La nourriture dans le laboratoire est inexistante, remplacée par des substances scientifiques, comme si Victor cherchait à transcender les besoins corporels ordinaires. Cette attention aux actes quotidiens renforce le réalisme du film tout en servant de métaphore discrète pour les relations entre les personnages. Le partage du pain entre l'aveugle et la créature est peut-être l'acte le plus christique du film, une communion profane qui sanctifie leur lien hors norme. Le traitement des émotions négatives comme la jalousie, l'envie et la honte est particulièrement fin. La jalousie de la créature envers les humains normaux qu'elle observe est palpable dans plusieurs scènes où elle les regarde vivre leur vie simple. L'envie de Victor envers les scientifiques reconnus, comme l'homme qu'il rencontre à Ingolstadt, est ce qui nourrit initialement son ambition démesurée. La honte, enfin, est l'émotion dominante de Victor après la création, une honte tellement forte qu'elle se transforme en rejet violent plutôt qu'en acceptation de sa responsabilité. Del Toro ne simplifie pas ces émotions complexes, mais les montre dans leur ambiguïté et leur puissance destructrice. La créature elle-même éprouve de la honte face à son apparence, notamment dans la scène où elle voit son reflet, mais cette honte se mue en colère contre celui qui l'a créée ainsi. Ces émotions sombres sont traitées avec autant de sérieux et de compassion que les émotions plus positives, enrichissant la psychologie des personnages. La scène où Victor détruit la compagne inachevée de la créature est un des moments les plus brutaux moralement du film. Filmée sans musique, avec le bruit sec des instruments qui déchirent la chair inerte, elle montre Victor passant un seuil irréversible dans sa cruauté. Ce n'est pas seulement un acte de peur, la possibilité de créer une race de monstres, mais un acte de vengeance pure contre sa création, une manière de lui faire payer son propre échec et sa propre terreur. La réaction de la créature, d'abord incrédule puis horrifiée, enfin remplie d'une colère glaciale, est jouée par Elordi avec une intensité qui glace le sang. Ce moment scelle définitivement leur relation dans la haine et la vengeance, rendant toute réconciliation impossible. Il pose aussi la question des droits de la créature sur son propre bonheur. Victor nie à la créature non seulement l'amour mais même la possibilité de l'amour, condamnant à la solitude éternelle celui qui l'a créé pour être seul. L'utilisation des couleurs dans les costumes est un élément de caractérisation subtil mais efficace. Victor, au début, porte des vêtements aux couleurs chaudes, ocre, brun, qui se refroidissent progressivement, bleu, gris, à mesure qu'il s'enfonce dans son obsession. Elisabeth, elle, est souvent vêtue de blanc ou de couleur pâle, symbolisant sa pureté et sa position de victime potentielle. La créature, bien sûr, n'a pas de costume au sens propre, mais les tons de sa peau, les différentes pigmentations des morceaux, créent une palette unique qui le distingue immédiatement de son environnement. L'aveugle porte des vêtements aux couleurs terreuses, qui le fondent dans son environnement naturel. Del Toro et la costumière utilisent ces codes chromatiques pour renforcer visuellement les arcs narratifs et les thèmes sans avoir recours au dialogue. Le motif de la fenêtre et du regard à travers une vitre est récurrent et symboliquement chargé. La créature observe souvent les humains à travers des fenêtres, séparés d'eux par une barrière transparente mais infranchissable. Victor, dans son laboratoire, regarde à travers les vitres sales de sa tour un monde dont il s'est exclu. Elisabeth observe Victor derrière des portes vitrées, tentant de comprendre son mystère. Ces scènes de regard médiatisées par le verre créent une distance qui souligne l'isolement des personnages et l'impossibilité de la communication directe. Le verre représente la frontière entre le normal et le monstrueux, l'intérieur social et l'extérieur marginal. Dans quelques rares scènes, ces barrières sont brisées, la créature entre par effraction dans une maison, Victor brise une vitre dans sa colère, symbolisant des moments de violence où les frontières établies volent en éclats. Del Toro utilise ce motif visuel avec une constance qui en fait un élément structural du film. La performance de Christoph Waltz en Henry Charlandais est une étude de fascination malsaine. Harlandé n'est pas un méchant traditionnel mais un esthète amoral, intéressé par la science comme spectacle et comme moyen de pouvoir. Waltz joue avec sa diction précise et son sourire en demi-teinte pour créer un personnage à la fois charmant et profondément inquiétant. Il représente la face mondaine et cynique de l'ambition scientifique, celle qui s'est flatté les égos pour en tirer profit. Sa relation avec Victor est celle d'un manipulateur qui reconnaît en Victor une vanité à exploiter. Dans ces scènes, l'ambiance change, le dialogue devient plus vif, plus intellectuel, mais aussi plus froidement calculateur.
Harlandé est celui qui fournit à Victor les moyens de sa folie tout en restant suffisamment distant pour échapper aux conséquences. Il incarne l'irresponsabilité sociale de la science lorsqu'elle est pratiquée comme un jeu d'échecs sans considération pour les pions humains. Sa disparition du récit, lorsque les choses tournent mal, est caractéristique de son égoïsme élégant. Le traitement des classes d'âge et des générations est riche de signification. Le film présente 4 générations. Le père de Victor, vieillesse et ordre, Victor, jeunesse dévoyée, la créature, naissance artificielle et maturation accélérée, et la jeune fille noyée, enfance innocente sacrifiée. Chaque génération est en conflit ou en rupture avec la précédente, créant une chaîne de transmission brisée. L'aveugle, bien que vieux, échappe à cette logique en accueillant la créature sans préjugés générationnels. Del Toro suggère que les conflits générationnels, le père trop strict, le fils rebelle, sont à l'origine de la tragédie, mais que des relations hors de la famille biologique peuvent offrir des modèles alternatifs. La créature, née adulte, est privée d'enfance et de la lente maturation qui permet l'intégration sociale. Son éducation accélérée chez l'aveugle est une tentative de rattraper ce déficit, mais elle arrive trop tard pour lui permettre de s'intégrer. Cette réflexion sur les âges de la vie et leur importance dans la construction de l'identité ajoute une dimension psychologique supplémentaire au récit. La scène finale sur la banquise, déjà évoquée, mérite une analyse plus poussée de son traitement visuel et sonore. Del Toro opte pour une extrême économie de moyens. Pas de musique, peu de dialogue, des plans larges qui noient les personnages dans l'immensité blanche. La fatigue physique des 2 adversaires est palpable dans leur démarche, leurs gestes ralentis, leurs voix éraillées. Le froid devient un personnage à part entière, matérialisé par la buée des respirations, le givre sur les vêtements, la raideur des mouvements. La lumière rasante de l'aurore boréale donne à la scène une beauté spectrale, presque surnaturelle. Cette épure contraste avec la richesse visuelle du reste du film, comme si l'essence du conflit se révélait enfin, dépouillée de tout artifice. Le dialogue final, réduit à quelques phrases essentielles, a le poids de siècles de tragédie. Le plan sur la créature survivante, seule au monde, regardant l'horizon ou le corps de Victor, laisse ouverte la question de son devenir, libération ou condamnation à une solitude éternelle. Cette conclusion sans concession renforce la dimension de tragédie classique du film. En définitive, Frankenstein de Guillermo del Toro se révèle à l'analyse comme une œuvre d'une richesse et d'une cohérence remarquables. Chaque élément de mise en scène, chaque performance, chaque choix artistique sert à approfondir les thèmes centraux de la paternité défaillante, de la monstruosité inversée et de la quête d'identité de l'autre. Loin de se contenter d'adapter le roman, Del Toro en propose une relecture personnelle et profonde, imprégnée de sa sensibilité unique mais étonnamment fidèle à l'esprit de Mary Shelley. Le film réussit le paradoxe d'être à la fois un spectacle somptueux, une tragédie humaine déchirante et une réflexion éthique pertinente pour notre époque. Sa structure narrative audacieuse, ses performances inoubliables, en particulier celles de Jacob Elordi, et sa maîtrise visuelle absolue en font une œuvre majeure qui devrait marquer durablement l'histoire des adaptations cinématographiques. Del Toro ne nous donne pas seulement une version de Frankenstein, il nous offre une méditation universelle sur la création, la responsabilité, et ce qui nous rend véritablement humains. Est la maîtrise de la composition picturale dans chaque plan révèle l'influence des peintres romantiques et symbolistes sur l'œil de Del Toro. Les tableaux vivants inspirés de Fuseli ou Goya ne sont pas de simples clins d'œil mais structurent une iconographie cohérente de la terreur et du sublime. Les corps en contorsion, les expressions extrêmes, les jeux d'ombre et de lumière construisent une grammaire visuelle où chaque image semble extraite d'un cauchemar éveillé. Cette approche picturale transcende le réalisme pour atteindre une dimension onirique et psychologique, où les décors et les poses expriment l'intériorité tourmentée des personnages. La précision de ces compositions contraste avec les moments de chaos, créant un rythme visuel qui oscille entre l'ordre classique et la rupture expressionniste. Del Toro utilise le cadre comme un peintre utilise la toile, chargeant chaque centimètre carré de signification symbolique et émotionnelle. L'évolution du regard d'Elizabeth sur la créature constitue un arc narratif subtil mais essentiel. Initialement horrifiée comme les autres, elle développe progressivement une curiosité empathique, discernant derrière l'apparence monstrueuse une souffrance et une intelligence qui résonnent avec sa propre condition de femme contrainte. Ses tentatives d'intercession auprès de Victor, puis ses rencontres clandestines avec la créature, montrent une évolution morale qui la place en médiatrice tragique. Mia Goth joue cette transformation avec une retenue éloquente, où les silences et les regards en disent plus que les dialogues. Elizabeth devient ainsi le seul personnage féminin à véritablement voir la créature, au sens propre et figuré, reconnaissant en elle une altérité qui interroge les normes établies. Sa relation ambiguë avec cette créature révèle les limites de son propre pouvoir dans la société patriarcale,
tout en affirmant une forme de sororité transgressive par-delà les apparences. Le traitement des savoir-faire artisanaux et scientifiques oppose deux visions du monde qui s'affrontent dans le film. D'un côté, la science prométhéenne de Victor, froide, arrogante, déconnectée de la matière vivante qu'elle manipule. De l'autre, les compétences pratiques de l'aveugle, sculpture, musique, jardinage, qui supposent un rapport respectueux et patient à la matière. Les instruments de Victor sont métalliques, tranchants, invasifs. Ceux de l'aveugle sont en bois, usés par les mains, extension du corps. Cette opposition matérialise le conflit entre une modernité déshumanisante et une tradition humaniste. La créature, produit de la première, trouve son salut temporaire dans la seconde, suggérant que l'humanisation passe par l'apprentissage de techniques qui connectent au monde plutôt qu'à le dominer. Del Toro célèbre ici l'artisanat et les arts comme antidote à une science dévoyée, position cohérente avec son esthétique peuplée d'objets chargés d'histoire et de mémoire. La fonction des miroirs et des surfaces réfléchissantes dépasse le simple symbole du double pour interroger la nature de l'identité. Lorsque la créature se voit pour la première fois dans l'eau, c'est moins la découverte de sa laideur que la prise de conscience de son existence en tant qu'entité séparée. Victor, fuyant son reflet, fuit la confrontation avec sa propre âme déformée. Les miroirs brisés, fréquents dans le décor, signalent les fractures identitaires et les vérités refusées. Del Toro utilise aussi les reflets déformants, dans les bocaux du laboratoire, dans les armures, pour créer des images grotesques qui préfigurent la créature ou révèlent les déformations morales des personnages. Cette obsession pour le reflet parle d'une inquiétude profonde sur l'authenticité. Qui sommes-nous vraiment derrière les apparences sociales, les rôles imposés, les masques de convenance? La créature, privée de beaux reflets, serait-elle paradoxalement plus authentique que ceux dont la beauté extérieure cache une monstruosité intérieure? La temporalité cyclique du récit, déjà évoquée, s'incarne aussi dans la répétition de motifs narratifs et visuels. Le film est construit comme une série d'échos et de variations. La création de la vie, la perte de la mère, le rejet paternel reviennent sous différentes formes. Victor reproduit avec sa créature le schéma de rejet qu'il a subi de son père. La créature cherche désespérément une famille, reproduisant le désir humain fondamental d'appartenance. Ces cycles créent une impression de fatalité, comme si les personnages étaient pris dans des patterns comportementaux dont ils ne peuvent s'échapper. Pourtant, Del Toro introduit des variations subtiles dans ses répétitions, suggérant la possibilité, jamais réalisée, de briser le cycle. La structure circulaire du récit, début et fin dans l'Arctique, renforce cette idée d'un destin inéluctable, tout en laissant entrevoir, dans l'ultime confrontation, une lueur de rupture possible par la reconnaissance mutuelle. Le concept de l'inquiétante étrangeté, das Unheimliche de Freud, imprègne chaque aspect du film. La créature incarne ce sentiment par excellence, à la fois familier, humain dans sa forme, et radicalement étranger, assemblage grotesque. Mais le film étend cette inquiétante étrangeté à d'autres éléments. La science de Victor, qui rend familier ce qui devrait rester mystérieux, la mort, la création de la vie. La maison familiale, censée être un havre mais devenue lieu de secret et de folie. Le corps humain lui-même, réduit à des pièces détachées manipulables. Del Toro cultive cet effet en maintenant constamment le spectateur dans un entre-deux, entre horreur et compassion, entre fascination et répulsion, entre reconnaissance et étrangeté. Cette ambiguïté fondamentale est au cœur de la puissance du film, qui refuse les catégories simples du bien et du mal, du normal et du monstrueux, pour explorer les zones grises de l'existence et de la moralité. Les scènes de lecture partagées entre l'aveugle et la créature sont des moments d'une intense beauté pédagogique. L'aveugle ne se contente pas de lire, il interprète, commente, fait des liens avec la vie et l'expérience. La créature, de son côté, ne reçoit pas passivement mais questionne, discute, fait des rapprochements avec son propre vécu. Ces scènes montrent l'éducation comme un dialogue, une co-construction du sens, en opposition radicale avec l'éducation autoritaire et unilatérale que Victor a reçue. Les livres deviennent des ponts entre deux solitudes, des espaces de rencontre où les différences d'apparence s'effacent devant la communauté de l'esprit. Del Toro filme ces moments avec une chaleur et une lenteur rares, célébrant la transmission culturelle comme acte de résistance contre l'ignorance et la barbarie. La destruction de cette bibliothèque et de cette relation par l'intrusion violente du monde extérieur est d'autant plus tragique qu'elle représente la victoire de la brutalité sur la civilisation. Le traitement des personnages secondaires comme miroir déformant des protagonistes principaux est une force narrative subtile. Clerval, l'ami fidèle, montre ce qu'aurait pu être Victor s'il avait su garder un équilibre entre raison et sentiment. Justine, la servante accusée, incarne l'innocence sacrifiée sur l'autel des secrets et des lâchetés, préfigurant le sort d'Élisabeth. Les villageois, dans leur réaction de peur collective, reflètent et amplifient le rejet initial de Victor.
Chacun de ces personnages, bien qu'esquissé, sert à éclairer sous un angle différent les thèmes centraux du film. Il crée un réseau de relations et de contrastes qui enrichit la psychologie des protagonistes et élargit la portée sociale de la tragédie. Del Toro leur accorde une dignité et une individualité qui empêchent le film de se réduire à un simple face-à-face entre Victor et sa créature, l'inscrivant au contraire dans un tissu social complexe et crédible. La dimension politique du film, bien que discrète, est présente dans sa critique des structures de pouvoir et d'exclusion. Le patriarcat incarné par le père de Victor, la justice expéditive qui condamne Justine, la science au service de l'orgueil individuel plutôt que du bien commun. Autant de systèmes qui produisent de la souffrance et de l'injustice. La créature, en marge de tous ces systèmes, les révèle par son existence même. Elle est ce que ces structures rejettent, ce qu'elles ne peuvent intégrer. Son parcours peut se lire comme une allégorie de toute lutte contre les normes oppressives, qu'elles soient sociales, sexuelles ou raciales. Del Toro ne fait pas de son film un pamphlet mais insère cette dimension critique dans la texture même du récit, à travers les interactions sociales, les dialogues, les situations. La politique est ici inséparable de l'éthique et de la psychologie, dans une vision holistique où l'individuel et le collectif sont inextricablement liés. L'utilisation des plans subjectifs pour nous faire partager l'expérience sensorielle des personnages est particulièrement efficace dans les scènes de découverte. Les premiers instants de la créature sont filmés avec des flous, des lumières éblouissantes, des sons étouffés, recréant la confusion de la naissance à la conscience. Les moments de terreur de Victor sont souvent vus à travers son regard frénétique, avec des mouvements de caméra saccadés et des focalisations changeantes. Les scènes de contemplation de la créature adoptent un rythme lent, des cadres larges, invitant le spectateur à partager son émerveillement devant le monde. Ces choix techniques ne sont pas de simples effets stylistiques mais des stratégies d'immersion qui renforcent l'identification au personnage, particulièrement à la créature. Ils permettent de vivre l'histoire de l'intérieur, de ressentir physiquement les émotions des protagonistes, faisant du film une expérience sensorielle et empathique totale. Le motif des chaînes et des entraves, tant physiques que métaphoriques, parcourt tout le film. Victor enchaîne littéralement la créature après sa naissance, geste qui symbolise son refus de la reconnaître comme être libre. Mais les chaînes les plus fortes sont invisibles, celles de l'éducation rigide qui entrave Victor, des conventions sociales qui enchaînent Elisabeth, des préjugés qui lient les villageois à leur peur de l'autre. La libération physique de la créature ne met pas fin à son asservissement moral et social. Del Toro montre que les vraies prisons sont souvent intérieures, constituées de peur, de culpabilité, de schémas hérités. La poursuite finale sur la banquise est elle-même une forme d'enchaînement mutuel. Victor et la créature sont liés l'un à l'autre par un lien de haine et de dépendance dont ils ne peuvent se défaire. La question de la liberté, ou comment l'acquérir, à quel prix, est ainsi posée tout au long du film, sans réponse facile. Les scènes de laboratoire sont chorégraphiées comme des ballets macabres où la vie et la mort s'entremêlent dans une danse grotesque. Les mouvements de Victor parmi ses instruments, les gestes précis de dissection et d'assemblage, les fluides qui coulent, les étincelles qui jaillissent, tout est orchestré avec une précision qui contraste avec le chaos organique de la matière manipulée. Del Toro filme ces séquences avec un mélange de fascination clinique et de répulsion esthétique, créant une tension entre la beauté des gestes et l'horreur de leur objet. Le laboratoire devient un théâtre où se joue le drame de la connaissance sans conscience, où la technique triomphe de l'éthique. Cette chorégraphie de la transgression culmine dans la scène de création elle-même, où les mouvements de Victor atteignent une intensité presque érotique, comme s'il accouchait dans la douleur et l'extase d'un enfant monstrueux. Le traitement de l'enfance et de l'innocence perdue est un sous-texte poignant. Victor semble n'avoir jamais eu d'enfance véritable, pressé qu'il était de grandir pour satisfaire les attentes paternelles. La créature, née adulte, est privée de cette période de formation protégée, jetée directement dans un monde hostile. Les seuls moments d'innocence dans le film sont ceux de la jeune fille noyée, dont la mort symbolise la destruction de la pureté par la peur et l'incompréhension, et les scènes d'apprentissage avec l'aveugle, où la créature retrouve une forme d'enfance intellectuelle et émotionnelle. Del Toro semble suggérer que la capacité à préserver ou retrouver une part d'enfance en curiosité, capacité d'émerveillement, ouverture à l'autre est essentielle à l'humanité. Victor, en la perdant complètement, devient lui-même un monstre froid et calculateur. L'architecture des décors fonctionne comme une matérialisation des hiérarchies sociales et des états psychologiques. Le manoir Frankenstein, avec ses étages distincts, les salons d'apparat en bas, les chambres privées en haut, les caves et greniers cachés, reproduit la stratification sociale et familiale. Le laboratoire dans la tour isolée figure l'élévation orgueilleuse de Victor au-dessus des contingences humaines, mais aussi son isolement croissant. La chaumière de l'aveugle, de plein pied avec la nature, représente une alternative égalitaire et harmonieuse.
Del Toro utilise ces espaces architecturaux pour guider le mouvement des personnages et symboliser leur trajectoire morale. Victor descend littéralement et métaphoriquement, de la tour du savoir à la cave du secret, puis aux enfers glacés de l'Arctique. La créature erre d'un espace à l'autre, cherchant un lieu où poser sa différence. L'architecture devient ainsi un langage silencieux mais éloquent des dynamiques du récit. Et la relation entre le texte et l'image, entre ce qui est dit et ce qui est montré, est d'une grande sophistication narrative. Del Toro utilise souvent le décalage entre les dialogues et les images pour révéler les non-dits et les contradictions des personnages. Lorsque Victor affirme contrôler la situation, l'image montre son visage en sueur, ses mains qui tremblent. Quand la créature parle de sa solitude avec des mots mesurés, son corps exprime une douleur physique palpable. Les monologues intérieurs en voix off dans le récit-cadre contrastent avec les images du passé qu'il commente, créant une distance critique entre la version des événements que donne Victor et la réalité telle que le spectateur l'a vue. Cette polyphonie textuelle et visuelle enrichit le film d'une profondeur herméneutique, invitant à des lectures multiples et nuancées. Elle reflète aussi la complexité de la vérité, toujours fragmentaire et subjective. Le motif du voyage initiatique, présent dans de nombreux mythes, structure secrètement le parcours de la créature. Son errance à travers différents lieux et expériences suit le schéma classique de la quête: départ, du laboratoire, épreuve, rejet, faim, froid, rencontre d'alliés, l'aveugle, et d'ennemis, les villageois, découverte de soi, à travers la lecture et la réflexion, retour impossible, vers Victor pour exiger des comptes. Mais à la différence du héros traditionnel, la créature ne trouve pas de place dans le monde à la fin de son voyage. Son initiation est un échec tragique. Victor, de son côté, entreprend un voyage inversé. Non vers la connaissance de soi mais vers l'oubli de soi, non vers l'intégration sociale mais vers l'isolement absolu. Ces deux trajectoires croisées créent une dynamique narrative puissante, où chaque voyage éclaire et contredit l'autre, construisant une vision amère de la condition humaine comme errance sans bunissance. L'utilisation des couleurs pour signifier les transitions psychologiques est d'une grande subtilité. La palette évolue progressivement du chaud au froid au fil du film, reflétant la perte d'humanité des personnages et la progression vers la tragédie. Mais Del Toro introduit des touches de couleurs vives à des moments clés, le rouge du sang lors de la création, lors des bougies dans la chaumière, le bleu électrique de l'aurore boréale dans l'Arctique. Ces éclats chromatiques fonctionnent comme des points d'intensité émotionnelle, des moments où le film bascule d'un registre à un autre. Il crée aussi un contrepoint visuel à la dominante sombre, évitant la monotonie et renforçant l'impact des scènes importantes. Cette maîtrise de la couleur comme langage émotionnel est caractéristique du cinéma de Del Toro, qui considère chaque élément visuel comme porteur de sens et d'affect. Les scènes de foule sont traitées avec un sens aigu de la composition et du mouvement de masse. Que ce soit les villageois en colère, les invités des salons mondains, ou la foule lors du procès de Justine, Del Toro montre la collectivité comme une entité souvent irrationnelle et dangereuse. Les individus se fondent dans la masse, perdant leur humanité singulière pour devenir les agents d'une violence anonyme. La caméra alterne plans larges montrant la foule comme une seule entité menaçante et plans serrés sur des visages déformés par la peur ou la haine. Cette approche crée un contraste saisissant avec les scènes intimistes centrées sur la créature, dont l'individualité complexe et souffrante s'oppose à la simplicité brutale des réactions collectives. Le film suggère ainsi que la vraie monstruosité réside souvent dans la conformité au groupe et dans la perte de la pensée individuelle au profit des préjugés partagés. Le traitement du deuil et de la mélancolie comme moteur de l'action est un aspect profond du film. Victor est hanté par le deuil de sa mère, dont la mort l'a confronté précocement à la finitude et a nourri son désir de vaincre la mort. Ce deuil non résolu se transforme en obsession morbide qui le coupe du monde des vivants. La créature, de son côté, est en deuil permanent de la vie normale qu'on lui a refusée, de l'amour parental absent, de la possibilité d'être acceptée. Sa mélancolie n'est pas passive mais active, se transformant en colère et en désir de vengeance. Elisabeth porte le deuil de la relation qu'elle aurait pu avoir avec Victor, de la vie de famille normale qui lui échappe. Del Toro montre ainsi comment le deuil, lorsqu'il n'est pas traversé et accepté, peut engendrer des comportements destructeurs, comment la souffrance non élaborée se transmet et se perpétue à travers les générations et les créations. L'intertextualité avec d'autres mythes et œuvres littéraires enrichit considérablement la densité culturelle du film. Au-delà de Paradise Lost, on perçoit des échos de Faust, le pacte avec le diable de la connaissance, de Pygmalion, la statue qui prend vie, du golem, la créature d'argile animée, de Prométhée, le feu de la connaissance volé aux dieux. Del Toro ne se contente pas de citer ces mythes. Il les fait dialoguer entre eux et avec le mythe de Frankenstein, créant une tapisserie narrative complexe où chaque fil renforce les autres. Cette intertextualité fonctionne à plusieurs niveaux. Comme hommage culturel,
comme outil d'enrichissement thématique et comme moyen de situer le film dans une tradition artistique et philosophique plus large. Elle permet aussi de montrer comment la créature s'inscrit elle-même dans cette tradition, utilisant les mythes qu'elle découvre pour donner un sens à sa propre existence tragique. La direction d'acteur pour les rôles secondaires mérite des éloges particuliers pour sa capacité à créer des personnages mémorables en peu de temps. David Bradley en aveugle donne une leçon d'économie et de profondeur, chaque geste, chaque intonation, chaque silence est chargé de sens et d'humanité. Charles Dance en père autoritaire incarne une froideur qui n'exclut pas une certaine forme d'amour perverti, évitant la caricature. Les villageois, bien que figures de foule, ont des individualités discernables qui empêchent de les réduire à un simple décor humain. Cette attention portée à chaque personnage, aussi mineur soit-il, contribue à créer un monde crédible et dense, peuplé d'individus aux motivations complexes. Elle renforce aussi le réalisme psychologique du film, ancrant le fantastique dans un terreau humain solide et nuancé. Le motif de la collection et de l'accumulation révèle des aspects importants de la psychologie des personnages. Victor collectionne des corps et des organes comme d'autres collectionneraient des curiosités scientifiques, dans une démarche qui mêle fascination morbide et désir de contrôle. L'aveugle collectionne des livres et des objets d'art, témoignant d'une curiosité tournée vers la beauté et la connaissance plutôt que vers le pouvoir. La créature, elle, accumule des expériences et des souvenirs, construisant péniblement une identité à partir des fragments de vie qu'on lui permet d'avoir. Ces différentes formes de collection parlent de rapports distincts au monde, appropriation violente pour Victor, dialogue respectueux pour l'aveugle, quête désespérée pour la créature. Del Toro, grand collectionneur lui-même, utilise ce motif pour explorer les dimensions psychologiques et éthiques de la curiosité humaine, de la soif de possession à la soif de compréhension. Fin.